Donc, un petit mot sur cette forêt domaniale de Valbonne. Voilà, donc cette forêt de Valbonne, vous avez à gauche sur l'écran les départements du midi de la France. Vous voyez qu'elle se situe à l'extrême nord du département du Gard, très près du département de l'Ardèche et près du Rhône. À droite, vous avez la carte IGN. On est à la limite des communes un peu plus connues de Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze. Voilà, cette forêt, c'est une forêt domaniale qui fait 1382 hectares, donc c'est une très grande forêt. Voilà à quoi ça ressemble vu de dessus. Il y a une chartreuse qui a été fondée en 1200 et quelques, entourée par cette très grande forêt. Voilà, donc pourquoi c'est une forêt exceptionnelle et pourquoi tant de monde s'est mobilisé pour sa protection? Eh bien, cette forêt, elle comprend un certain nombre d'habitats de grande richesse, des sources pétrifiantes, des futaies de chênes verts, chênes pubescents, chênes sessiles et leurs hybrides, avec un sous-bois à houx, ce qui est tout à fait rare dans tout le Midi méditerranéen. Suivante. Ensuite, ce qui est peut-être le plus connu de tout le monde, c'est qu'on trouve dans cette zone méditerranéenne autour de 100 mètres d'altitude et en plein climat méditerranéen, une hêtraie qui est parmi les plus méridionales du continent européen et qui fait partie des trois grandes hêtraies méditerranéennes que sont la Sainte-Baume et la forêt de Cruas un peu plus haut en Ardèche et évidemment la forêt de Valbonne. Il y a aussi des ripisylves. Il y a, outre ces formations végétales, un grand nombre d'espèces qui sont particulièrement intéressantes. Vas-y. Donc, des plantes vasculaires, il y a du rosier gallica, hein, donc un rosier sauvage, un certain nombre d'espèces, de la vigne sauvage, du taxus, des ifs. Il y a un très grand nombre de bryophytes, des mousses, il y a des oiseaux en grand nombre, dont le pic noir, qui est là aussi dans une zone qui n'est pas normalement la sienne, hein, en région méditerranéenne. Vas-y, les suivantes. Il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris, des batraciens, des insectes, dont un grand nombre de gros coléoptères sapoxyliques hein, qui vivent dans le bois mort. Donc cette forêt, on est sûr qu'elle date au moins du Xe siècle, puisqu'à cette époque-là s'est installée une communauté de bénédictines dans un petit prieuré. Et puis, suite à des événements divers, le prieuré a été attaqué, etc. Donc, ces bénédictines ont laissé la place à des chartreux qui se sont installés en 1204. Et ça, c'était déjà dans une très grande forêt. Donc, on est sûr que depuis cette époque-là, la forêt est en place. Cette forêt, elle a été gérée par les moines jusqu'en 1789, jusqu'à la Révolution. Vas-y, suivant. Donc, on voit très bien que lors de l'établissement de la carte de Cassini, on avait la forêt qui était complètement... Enfin, cette forêt existait déjà, hein, puisque je vous ai rajouté les limites en rouge de la forêt domaniale actuelle sur la carte de Cassini. Donc, des preuves historiques de cette présence de forêt avec des documents qui l'attestent. Donc, à la Révolution, les Chartreux ont été chassés. Cette forêt a été répartie dans toutes les communes voisines et alors la gestion a été beaucoup plus importante, hein, puisque d'après les documents qu'on a, la forêt était coupée en taillis à révolution de 20 ans, c'est-à-dire qu'on coupait ça à ras tous les 20 ans. Donc pendant 35 ans à peu près, la forêt a subi des coupes très très importantes jusqu'en 1825 où, par une ordonnance de Charles X, la forêt est devenue une forêt royale qui a été prise en charge par l'administration des eaux et forêts. Et depuis donc 1825, pratiquement 200 ans maintenant, cette forêt est gérée par les eaux et forêts, puis l'ONF.
avec une exploitation qui a été plus ou moins variable dans le temps, avec des périodes où ils ont exploité beaucoup, des périodes où ils n'ont pas beaucoup exploité, avec des plantations de résineux, etc. Mais globalement, donc depuis maintenant au moins un siècle à peu près, la forêt est gérée, on peut dire assez correctement par l'ONF, avec une accentuation des coupes dans les derniers temps et qui ont conduit à des conflits locaux. Voilà, vas-y. Donc, deux explications pour vous dire en quoi les formations végétales qu'il y a dans la forêt sont extraordinaires. D'abord, la présence du hêtre. Pendant très longtemps, il y a eu une controverse. Est-ce que ce hêtre, c'est une relique glaciaire ou est-ce que c'est des plantations de moines? Le débat a été conclu il y a maintenant une quinzaine d'années par une étude qui a été menée par deux chercheuses du CNRS de Montpellier sur tous les hêtres de la vallée du Rhône et qui a bien mis en évidence que les hêtres de la vallée du Rhône se sont réfugiés pendant la période glaciaire, disons jusqu'il y a 12 000 ans par rapport à maintenant, dans l'extrême sud de notre pays, autour de Marseille, la Camargue, etc. À la fin de la glaciation, disons en gros vers 9000 ans, les hêtres ont commencé à remonter avec le début du réchauffement, c'est l'enveloppe que vous voyez en jaune, et puis à partir de 4-5 000 ans avant le présent, les hêtres ont reconquis toute la vallée du Rhône, c'est les grosses flèches que vous voyez en noir. Et puis, il y a eu depuis une régression importante, surtout due à l'action humaine, des coupes importantes dans les vallées pour la mise en culture, etc. Et dans la vallée du Rhône, il ne reste plus que trois grandes hêtraies. C'est ce que vous voyez à droite, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, hein, la Sainte-Baume, Valbonne et Cruas, plus deux petites autres de l'autre côté, mais beaucoup moins importantes, côté Drôme. Donc, quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui est véritablement en place depuis probablement 10 000 ans ou au moins 4 ou 5 000 ans. Donc voilà, cette hêtraie, elle occupe essentiellement maintenant des fonds de vallons, des endroits abrités à l'ombre, un peu frais, humides, etc. Et elle fait, la hêtraie proprement dite, fait une trentaine d'hectares, hein, quand même, ce n'est pas l'ensemble de la forêt. Le deuxième point très important et original ici, c'est que on a une futée, alors que un peu partout dans le Midi méditerranéen, on a essentiellement des taillis et on a du chêne vert, beaucoup. Or, on se rend compte, et c'est ce que je vous montre avec le graphique qui est là, qui a été établi dans une localité très proche de la Valbonne, par étude de charbon de bois, on voit qu'il y avait du chêne pubescent depuis 10 000 ans jusqu'à il y a à peu près 5 000 ans avant le présent. Et au néolithique, la deuxième civilisation néolithique qui s'est développée dans la région, c'est ce qu'on appelle le chasséen. Ils ont été très efficaces, ils ont beaucoup coupé de bois, ils ont déforesté, ils ont fait de l'élevage, etc. Et on voit sur le graphique de gauche que les charbons de bois de chêne pubescent disparaissent pratiquement complètement, et on voit apparaître des charbons de bois, de buis, de chêne vert et de chêne kermès, c'est-à-dire que ce sont les chasséens, la civilisation chasséenne qui a transformé le paysage général d'une forêt de chêne pubescent en forêt et garrigue à chêne vert et à buis. Et donc à Valbonne, avoir une futée de chêne pubescent et aussi de chêne roux et autres, enfin une futée, c'est quelque chose de tout à fait rare dans la région méditerranéenne. Alors voilà quelques images de ces futées qui ne rappellent pas du tout les paysages classiques du Midi méditerranéen. Voilà, alors la forêt à Valbonne, elle est gérée de deux façons, soit en taillis. Alors le taillis, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien, on coupe tout et on laisse repousser sur les souches qui restent au niveau du sol, ce qui conduit, diapo suivante, ce qui conduit à avoir le sol totalement mis à nu avec une périodicité
plus ou moins rapide. Hein, quand on fait des taillis pour du bois de chauffage, pour des verreries ou des choses comme ça peut se faire tous les 15 ans à peu près. À l'heure actuelle, les taillis sont plutôt de l'ordre, ce qu'on appelle la révolution du taillis, c'est plutôt de l'ordre d'une cinquantaine d'années, parfois plus, mais le sol est mis à nu et ça donc craint une érosion très forte à ce moment-là. Sinon, la meilleure façon de gérer la forêt, c'est ce qu'on appelle la futée irrégulière, jardinée, dans laquelle on enlève les arbres au fur et à mesure qui sont commercialisables, c'est-à-dire qu'on a de gros arbres et on prélève de ci, de là quelques arbres. Et à ce moment-là, on a la forêt qui se maintient en tant que forêt. On n'a jamais mis à nu du sol, ce qui est quand même une façon beaucoup plus respectueuse du milieu de faire des coupes. Passe la diapo suivante, s'il te plaît, où on voit, on voit ces coupes qui se font de ci, de là, au fur et à mesure, et on a une forêt dans laquelle on a toutes les classes d'âge, depuis les jeunes qui se réinstallent dans les trouées qu'on a faites, jusqu'aux vieux, juste avant qu'on les prélève. Toutefois, dans ces forêts qui sont gérées, il y a assez peu de bois mort, voire pas du tout, ce qui est un problème général pour la biodiversité. Quelles sont les protections pour cette forêt de Valbonne? Eh bien, il y a eu une protection de facto par les moines depuis le Moyen-Âge. À partir de 1815, c'est le domaine royal. Donc tout ça, ça a évité les coupes très fortes, très importantes, mais des protections proprement dites, il y en a assez peu. Diapo suivante. Voilà, on a les beaux peuplements de chênes qui ont été protégés au début du XXe siècle. Les hêtraies ont été protégées à partir de 1924. Il y a eu quelques parcelles qui ont été mises dans ce qu'on appelle la réserve des Cévennes, un peu partout dans le rebord du Massif central, donc 30 hectares à Vrolbonne qui étaient normalement voués à l'étude scientifique. Et puis, à partir de 1953, l'ONF a fixé à la forêt un objectif général de laboratoire pour l'étude scientifique, en ne se préoccupant plus, ou plus trop, de faire des sous, disons. Et donc ça, c'était au siècle dernier. À l'heure actuelle, vas-y Léa, on a un site classé et un site inscrit, mais ça, c'est essentiellement par rapport aux monuments historiques de la Chartreuse. On a un petit réseau de ressources génétiques du hêtre qui sont protégés pour faire des prélèvements de graines pour des pépinières. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, la forêt de Valbonne est incluse dans une zone Natura 2000, une zone spéciale de conservation, qui est beaucoup plus grande, qui va jusqu'à la vallée de la Cèze, qui fait de l'ordre de 4500 hectares. Voilà, mais on n'a pas de protection proprement dite forte. Et je pense que c'est de ça dont on parlera tout à l'heure, et c'est ça qui est en cause maintenant. Nous essayons, enfin nous faisons tout notre possible pour qu'une grande partie, voire tout, si possible, toute la forêt de Valbonne soit mise en réserve en tant que forêt exceptionnelle. Bon, dans cette première partie d'introduction, j'en dirai pas plus. Je pense qu'on va vous présenter maintenant d'autres, enfin, quelques éléments particulièrement remarquables de la forêt. Mais je ne sais pas comment on fait, si tu veux qu'on pose déjà quelques questions ou... Oui, merci beaucoup Jean-Paul. Donc là, je sais pas, pour poser vos questions, c'est principalement dans le chat que vous pouvez les poser. Patrick, est-ce que tu as pu relever quelques questions qu'on pourrait poser pendant 5 minutes là? Alors, bonjour à tous, je suis bénévole à la FRAPNA Ardèche. Donc il y a une question d'Olivier qui demande de la hauteur des chênes pubescents dans la forêt de Valbonne. Une première question. 20 à 30 mètres. C'est des grands.
Et une seconde question, toujours d'Olivier, sur est-ce que la forêt de Valbonne a été proposée à la SAP? C'est-à-dire? Alors, je ne sais pas. SAP, SAP, je ne sais pas ce que c'est. Stratégie des aires protégées, je pense. Stratégie des aires protégées, peut-être? Alors, je ne sais pas si elle a été proposée à ça. Dans le dernier aménagement, il y a un certain nombre d'arbres qui ont été localisés et protégés, en particulier des cormiers, Sorbus domestica, Sorbus aria, Sorbus torminalis, je crois quelques ifs, etc., hein, qui sont identifiés. Je pense que dans les dernières coupes qu'on a trouvées abusives, il y en a un certain nombre qui ont sauté. Voilà. Mais bon, je ne veux pas faire de. Il faudrait les vérifier exactement sur place parce ils sont plus très visibles là. Ils n'ont plus été vraiment suivis depuis une grosse dizaine d'années, 10-15 ans. Alors, pour la SAP, c'est dans le Gard, et donc pour la Frapna Ardèche, nous, on n'a pas pu la déposer dans les listes à l'Adréal, et il faudrait voir avec FNE Languedoc-Roussillon si eux l'ont fait. Merci. Patrick, c'est tout pour les questions? Oui, je ne vois pas d'autres questions dans la discussion. Sinon, Olivier qui précise que selon lui, la forêt doit être proposée à la SAP actuellement en cours via une rencontre DREAL DDT.